Salut à toutes et salut à tous. Alors que j'essaye de me démuter en galérant, il faut le dire. Guillaume qui est là, ça fait très plaisir. Prime Joke Hours, forcément. Prime Joke Hours oblige. L'homme en noir, exactement. Bienvenue, bien sûr, sur ce nouveau live signé QI Basket. Vous êtes bien sur la chaîne du site internet QIBasket.net, bien évidemment, la chaîne Twitch, les lives. On reprend, on sort des previews, alors que Kyo et là également un fan des Pelicans. Comment allez-vous, messieurs? Comment allez-vous, Guillaume? Comment allez-vous, Kyo? Comment allez-vous, le chat dans son ensemble? Tous nos spectateurs qui nous rejoindraient. Est-ce qu'on a d'autres supporters des Pels ou d'autres franchises, bien sûr? Ce soir, vous l'aurez compris, on va parler un petit peu plus des Pelicans. J'ai fait un petit focus sur la franchise. J'ai préparé des vidéos par-ci, par-là. Et puis avant ça, en petite intro, on va revenir tranquillement là, le temps que les gens arrivent sur le début de saison, etc. On va pouvoir parler de plein de choses. Je vois qu'il y a Perignol Junior qui est là également. Et d'abord, ce début de saison, je l'annonçais en intro, très content de ne pas être la première équipe à tomber contre les Lakers. Nos Nuggets qui ne se sont imposés, avaient pas en grande classe non plus, hein, pas de grande pompe non plus là-dessus. Donc voilà, c'était sans panache, mais l'important est fait. Les Lakers dans la mouise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un petit peu comme timeline? J'ai pas du tout vu les Sixers jouer. On parlait de Doc Rivers tout à l'heure dans le chat. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu les Sixers. Je sais pas trop pourquoi ils sont dans la panade, à quoi c'est dû. Mais il y a aussi cette chose à aller regarder. J'y regarderai un peu. J'ai regardé 2 fois les Lakers, j'ai vu 2 fois les Lakers, j'ai vu 2 fois les Blazers, j'ai beaucoup regardé les Wolves, je suis à 3 matchs des Wolves. Et on va continuer, et je pense que ce sera certainement l'objet d'un prochain live, les Wolves. Donc voilà, préparez-vous si vous voulez un petit peu. Ilmatic me dit oui, malheureusement. Est-ce que tu es fan des Sixers? Il me semble, je ne sais plus, je ne suis plus sûr, rappelle-moi, je sais. Bon, je sais bien évidemment, je sais que Kyo est fan des Pels. Je le connais pour certains d'entre vous, mais je suis pas encore, j'ai pas encore tout en tête. Le retour de Lillard, sacré kiff, ouais, complètement. Qui s'est un petit peu blessé là au dernier match contre le Heat hier soir. J'espère que ça ira, que ce n'est pas grand-chose. Comment tu peux regarder les Wolves alors qu'ils ont déjà joué 8 fois contre Trey Jones Spurs? J'ai vu les Wolves, j'ai vu le match contre les Spurs. Mais non, parce que je suis très curieux du fit avec Rudy Gobert, de l'intégration, donc je regarde ça avec attention. Il y a des choses à dire, je trouve, pour l'instant. Alors, pas forcément du meilleur côté des choses, même si je dénote quand même. J'étais sceptique sur le playmaking de Kat et je suis pour l'instant rassuré. Je me dis que l'upside là-dessus est possible. Le playmaking de Anthony Edwards, beaucoup moins. Hein. Mais au moins celui de 4, je me dis qu'il y a quelque chose peut-être à faire entre les deux intérieurs. Bon, il y a d'autres problèmes hein, chez les Wolves, mais on y reviendra. Je pense qu'on y reviendra. Ce sera certainement l'objet voilà, d'un futur live. Oui, fan des Sixers, mais pas de Doc Rivers. Voilà, bah, comme tout fan des Sixers finalement. Les seuls fans de Doc Rivers qui sont fans des Sixers, c'est des gens qui ne sont pas fans de la franchise, admettons-le, ou alors qui veulent retourner dans le process du tanking, mais vraiment non, hein, je crois que clairement ce ne sont pas des fans de la franchise, les fans de Doc Rivers. Mike Conley, franchise player de la meilleure équipe de la ligue, fax, Mark Cannon, énorme. Et alors en plus, le pire dans tout ça, c'est que donc, j'ai vu 3 matchs sur 4 des Pels, j'ai vu 3 matchs sur 4 des Wolves, les 2 que j'ai manqués, c'est les 2 du Jazz. Mon équipe a joué contre le Jazz. Je n'ai pas vu le match contre le Jazz. Donc j'aurais pu parler du Jazz à la limite. J'aurais presque pu voir 3 matchs du Jazz et j'en ai vu aucun. Donc voilà, ça c'est... en tant que créateur de contenu, c'est un blasphème ce que je viens de faire. Vraiment, le mec qui est à contre-courant total. Nul. Nul. J'aurais pu faire une vidéo facile sur le Jazz pour faire des vues. Et c'est à cause de toi en fait, voilà peut-être. Donc ça, c'était vraiment n'importe quoi. Donc vous voyez, je suis pas encore tout à fait bien dans le game NBA, YouTube pour faire des vues faciles parce que voilà, je ne profite pas du tout de ce que j'ai. Je n'ai pas du tout flairé le bon début de saison du Jazz. Donc voilà, c'était pas terrible. Le match de nos Pels face au Jazz, quelle horreur. Ah, donc bah, ça va être intéressant du coup parce que tu pourras peut-être
dans ce live et ce focus vis-à-vis des Pelicans, tempérer quelques propos. Alors après, je sais que c'était un peu l'horreur aussi, surtout pour l'aspect blessure, puisqu'il y en a pas mal qui sont tombés à ce match-là, il me semble. Zion en tête de liste. D'ailleurs, c'était assez moche. Sa chute, alors le contre de Clarkson est parfait, mais alors la chute fait très très mal. Zion qui est pas bon sur ce début de saison, et pourtant, ça suffit pour mener quand même ces Pels. Mais de toute façon, on va en parler hein, de tous les points forts de ces Pels. Et on va faire une petite ouverture, ce sera l'analyse vidéo. On prendra un petit peu plus de temps. L'analyse vidéo, ce sera sur les upsides défensifs du côté de ces Pels. Je ne pensais pas les voir de sitôt. Et pourtant, il y a des choses à dire du côté défensif du terrain pour ces Pels, alors que c'est pas forcément le point central. C'est justement pour ça que je me disais qu'il y avait un live à faire et il y avait de la matière. Et pourtant, le Jazz, tu n'avais pas dit qu'il pouvait faire no playoff ou titre NBA dans des potentiels scénarios possibles. C'est vrai que j'ai été pour le moins très large dans mes éventails de possibilités dans le Basket Lab avec Guillaume. On a fait un petit, et pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai été invité, et merci d'ailleurs à Guillaume pour l'invitation, dans son podcast pour faire les previews de l'Ouest en forme de bascule et donner une estimation. Et c'est vrai que en plus, j'ai été vraiment vilipendé sur Twitter, mais vraiment tous les tous les auditeurs qui étaient sur Twitter m'ont défoncé avec ça. A raison, c'est vrai, je me suis pas assez mouillé. La prochaine fois, ma fourchette sera beaucoup plus étroite et je prendrai plus de risques. C'est payé par Jérémy, bon bah alors c'est bon, je ne culpabilise pas. Il va arriver sur le prochain match, Zion. En vrai, c'est par séquence, les upsides défensifs. Il y a le carton où on est vraiment très très fort défensivement. Ouais, moi, ça m'a frappé sur le match face à Dallas dans le dernier carton, notamment. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres petites timelines là, il y a d'autres petites narratifs intéressants du côté de la NBA. Bien évidemment, la nouvelle qui est tombée avant ce live, c'est l'achat de la NBA, de tous les matchs, de la diffusion des droits télé sur tous les matchs sur la franchise, bien sûr. Les Metropolitans, bien sûr. Le Valois, Boulogne, tout ça, c'est un bordel, c'est pour ça que je me suis embrouillé. Mais la franchise de Victor Wembanyama, bien évidemment. Et donc les Ricains vont pouvoir voir. Alors ça ne nous concerne pas, hein, nous, sur le League Pass. Hein. Petite précision, parce qu'on est géolocalisé. Forcément, en France, ils protègent leurs droits et donc ce n'est que à l'international qu'ils ont payé, c'est pour les Ricains, bien évidemment, sur un League Pass qui de toute façon est défectueux. Alors je ne sais pas si c'est aussi défectueux aux States qu'ici, mais a priori tout le monde s'en plaint. Moi je ne l'ai pas pris parce que justement je m'y attendais un petit peu sur le coup, j'ai eu du flair. Et donc j'ai préféré ne pas payer cette merde, surtout qu'en fait je regarde presque tout en replay et que donc il y a largement assez bien en replay. En pirate, en version pirate, voilà, on n'est pas prêt de se faire sponsoriser par la NBA chez QI en sponsorisant les versions replay sur internet totalement falches. C'est aussi du caca aux States, nous dit Guillaume, bon bah parfait. Les Lakers qui vont nous garantir Victor, effectivement, ce serait incroyable. Comment j'adorerais ce scénario, mais alors vraiment, je signe tous les jours, même si ça m'emmerde pour l'Ouest, pour ensuite nous les Nuggets et tout, ça fait vraiment un gros concurrent en plus, mais franchement pour voir la déception dans les yeux des fans des Lakers, ce serait incroyable. Ce serait incroyable, je signe tous les jours pour ce narratif, ce scénario. Je l'ai pris à 20 € en Argentine, bah ça reste plus rentable que les replays 480p. Mais détrompe-toi, Perrine Junior, moi j'ai des NBA replays. Et 720p, nickel, c'est là-dessus que j'enregistre les vidéos. Alors du coup, je peux pas. C'est vrai qu'il y a des matchs où le player est un peu nul pour le 720p, ça galère un peu, et donc du coup, je peux pas enregistrer tous les matchs. Mais malgré tout, franchement, mais c'est vrai que l'Amérique du Sud est très rentable, il faut l'admettre aussi. Donc, enfin là, ma théorie du complot sur la loterie, je la publierai au premier degré si ça arrive. J'ai très hâte. Alors après, il y a toujours, vous connaissez, hein, les boules avec les températures différentes, les froides, les chaudes. Ah d'accord, c'est l'inverse. Perigno qui dit les replays étaient finalement même mieux que le League Pass. Ça, oui, c'est bien le problème pour la NBA là. Alors qu'en plus, il y a des moments où il y a des années où c'était très bon, le League Pass. Enfin, bon au moins bon, parce que Guillaume, sinon, il va me remonter les bretelles quand je vais dire ça. Il va me dire, la NFL,
c'est beaucoup mieux. Euh, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Jalen Brunson au Knicks hier, qui a priori a fait un très bon match, mais quand même fait une très bonne début de saison. J'ai pas du tout vu non plus les Knicks. Je parle que des trucs que j'ai pas vu finalement, donc c'est complètement con de ma part. Que dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc Portland, j'ai vu un peu Portland. Je trouve que ça reste. Je suis assez dubitatif pour l'instant parce que je trouve que c'est encore très faible à côté de Lillard. Dixit, le mec qui a vu sa team se faire tabasser par Anthony Simons, clairement, qui a pris feu dans un carton. Hormis les deux, je trouve que franchement, Jeremy Grant en offense, comme on avait pu le dire dans la preview, c'est pas trop ça. Le reste, c'est pas trop ça non plus. C'est pas le retour de Gary Payton tout un moment qui va apporter de ce côté-là du terrain. Donc j'ai peur que ce soit un petit peu court offensivement. Après, Jokic avec 5% de j'en dis quoi? Quand est-ce qu'on vire Mike Malone? Moi, je vois DeAndre Jordan qui commence toutes les secondes units possibles, inimaginables. Il n'y a jamais de Zik Nagy. S'il a fait une entrée, du coup, il a mal joué. Et vas-y, ça m'a saoulé. Mais tu sais que j'ai vu qu'un seul match des Nuggets parce que je vois à peu près comment on joue et du coup je regarde pas, ça va me frustrer, ça va m'énerver, donc je préfère ne pas me je préfère ne pas. Oui, il joue vraiment du André Jordan, je le sais. Donc c'est le pote 5 à Portland que je trouve bancal. Alors en plus de ça, effectivement. Après, je trouve que c'est moins dommageable que ce que je pensais, le poste d'intérieur à Portland, pour l'instant. Pour l'instant. Après, le problème du début de saison, c'est toujours la même chose. C'est vraiment... on a 4 matchs, il n'y a pas beaucoup d'échantillons, et là, il y aurait un gros astérix sur les Pels. Alors, je pense que ce que je dirais sur les Pels, ce sera très viable sur le long terme. Il y aura une petite astérix, mine de rien, parce que quand on va parler de rebonds offensifs, notamment, là où ils sont très bons pour l'instant, quand tu regardes les adversaires, voilà, il y aura peut-être une nuance à apporter, parce que les raquettes qu'ils ont affrontées, c'était quoi? Nets, Hornets, Jazz Mavs. Que des raquettes quand même où il y a quand même personne, clairement. Donc bon. Mais malgré tout, je pense que ça restera viable. Malgré tout, voilà, ça sera peut-être à juste nuancer. Brown est très bon, effectivement. Et ça, c'est peut-être ma grosse situation. C'est exactement ce que je disais dans le Messenger ce matin de QI. C'est que je suis malgré tout content, très content pour lui, surtout que ça nous fait encore une rotation. J'aimerais vraiment qu'il arrive à bien jouer toute la saison, qu'il n'ait pas trop de rookie ball, mais je pense que pour un joueur comme ça, très role player, pas forcément très responsabilisé, je pense que ça devrait le faire. Et du coup, il imaginait pouvoir avoir quelques responsabilités en playoff si jamais il y avait blessure ou quoi. Ça reste, voilà, dans ces cas-là. Quel plaisir, vraiment, parce qu'on a déjà vu que KCP s'est fait une cheville là. Donc voilà. De toute façon, KCP, Bruce Brown, lui, c'est les grosses satisfactions. Et en même temps, c'est la difficulté, c'est de les intégrer. Je ne pense que 65% de Trey Murphy, nous dit Kyo, c'est magnifique. Et pas que, on le verra un petit peu, je l'ai mis dans le résumé alors que je ne commenterai pas action par action celui-là. Mais malgré tout, un Trey Murphy qui aussi, on le voyait un petit peu quand même en fin de saison dernière, mais commence à attaquer le close-out, poser 2-3 dribbles avant d'exploser au cercle. On dit oui pour un 3&D, on dit oui. Même si aussi, c'est bon, défensivement, c'est pas le meilleur des 3&D non plus. Mais voilà, l'upside est là. Voilà. Atlanta, ça se dirige vers une cata offensive. Merci Dejounte Stats. J'ai pas du tout vu Atlanta non plus. Donc il faut que je rattrape Atlanta. Ah ouais, mais vraiment cata offensive, malgré Trae Young. Est-ce que les deux galèrent pas un peu à se marcher dessus pour l'instant? On avait vu dans la preview avec François, petit big up à lui d'ailleurs, que ce serait un problème. Très certainement le off-ball entre les deux, qui va jouer off-ball, parce qu'aucun n'a l'habitude et ne sait vraiment jouer off-ball, même si on avait vu des choses peut-être du côté de Triangle, mais bon, j'ai pas vu du tout. Atlanta, je trouve les Kings mal récompensés de leur match. On verra pour eux. Je sais que défensivement, c'est toujours la problématique, les Kings. Alors je vous lis, et puis on va passer au Pelt juste après. Kiyokidi, on était déjà fort l'année dernière au rebond par contre. Oui, c'est pour ça que c'est juste que là, c'est vrai que vous êtes outrageusement devant, genre notamment au rebond offensif sur les stats et tout, et que du coup, forcément, bon, ça se calmera peut-être un petit peu, mais voilà. Où est Daniel Gafford N5? Je ne comprends pas.
ton admiration pour Daniel Gafford. Et surtout, les Wizards, je suis désolé, fan des Wizards. Moins j'en regarderai, mieux je serai. Je sais que Montemoris et Will Barton sont là-bas. Mais autant mon amour pour Montemoris est éprouvé, autant mon désamour pour Will Barton l'est tout autant. Moins que Jérémy, ceci dit, je tiens à le préciser. Et donc, ce n'est pas Daniel Gafford qui me fera regarder les Wizards. Je ne suis pas désespéré à ce point. Ça ne se passera que par accident. Et est-ce qu'on est vraiment surpris des Nets? Absolument pas. Moi qui étais très vénère sur eux dans ma preview, je pense et j'espère à raison. Et de toute façon, je suis à deux doigts de call le drama trade deadline avec Kyrie avant la fin de son contrat. Voilà. Je suis à deux doigts de le call. Donc, monter CP3 Morris contre mes Pistons. Ah, alors je suis désolé pour les Pistons. Ah, les Pistons, j'ai vu un peu. Les Pistons et Orlando, déjà, j'ai vu leur premier match. C'était le premier match que j'ai regardé. C'est là que je me suis dit que j'étais beaucoup trop à l'aise dans le game nerd basketball promu par Guillaume. Hein. C'est de sa faute, ce genre de visionnage. Hein. Je voulais voir un petit peu Banchero, je voulais voir un peu de Jaden Ivey, je voulais voir Cade, bien sûr. Et puis, je me suis rappelé pourquoi je regardais pas les Pistons. Parce qu'il n'y a aucun intérieur correct dans ce putain de bordel. Et Cade fait tous les décalages, super passe à l'intérieur. Isaiah Stewart tout seul sous le panier. Ça shoot à 30%, des briques à foison alors qu'il a juste à se lever. Ça me frustre énormément. Alors j'imagine même pas les supporters des Pistons. Jalen Duren est sympa. Ça reste un Kenneth Farid plus quoi. Donc bon, je suis désolé, hein, fan des Pistons, c'est un peu sévère, mais c'est vraiment voilà. Et en parlant de Banchero, je vous invite sur notre Twitter à aller voir bien sûr le trade que Jérémy a pu en faire. D'ailleurs, je vais aller chercher ça tout de suite pour vous et je vais vous l'envoyer bien sûr dans le chat. Ce sera disponible, non parce que je rediffuse. Si, la rediffusion globale, on mettra tous les liens bien évidemment dans la description. Je vous envoie le trade sur Banchero fait par Jérémy Banchero qui stat bien pour un rookie, hein, premier rookie depuis X années et que quelques autres joueurs à stater comme ça au scoring en tout cas. Et Orlando, je regarderai un petit peu plus tard parce que j'ai envie de voir s'il peut y avoir un petit peu mieux de collectif parce que le peu que j'en ai vu pour l'instant c'était quand même très individuel Orlando et donc du coup ça m'a un peu gonflé, donc je les regarderai un petit peu plus tard histoire de voir quand l'alchimie offensive aura un petit peu plus pris. Mais voilà. Guillaume déteste les Pelicans, je suis abattu. Non, c'est une private joke, ça va. Il est encore... ne t'inquiète pas. J'en peux plus de Casey, pitié. Pendant 2 quarts temps, il demande à Kate de jouer off-ball et shooter à 3 points. Ouais, Duren, je suis content en vrai, mais je m'attendais pas à le voir avec de grosses minutes. Il a 19 ans le mois prochain. Très clairement. Moi, Après, c'est vrai que vous avez aussi des blessés, malheureusement Bagley, hein, qui se blesse très vite en pré-saison, il me semble. Enfin voilà, avant ça fait chier. Donc à l'intérieur, c'est plus chiant, mais moi, pourquoi pas de Duren en titulaire, hein, sincèrement. Enfin après, voilà, Casey, tu l'as dit, un des problèmes, hein, clairement, de cette équipe. Je n'ai vu que son match face à nous, mais franchement impressionnant. Cade, j'aime bien le playmaking, mais le shoot fait pas peur. Si c'est tout le problème de Cade pour l'instant. Après, je trouve que c'est pas si dérangeant pour l'instant. Alors que Blitzrins vient de nous suivre et rentre dans le 5. Bienvenue à toi. N'hésite pas dans le chat à nous faire part de tes commentaires. On discute pour l'instant. On va repasser après au focus sur les Pelicans. Juste après. Cade a besoin d'un intérieur de pick and roll en plus. Pas Stewart, quoi. Ouais, clairement, Stewart, je trouve que c'est pas possible. Je suis vraiment très down sur ce joueur. Banchero découvre le spacing. On fait coucou à Coach K qui nous regarde depuis la maison secondaire où il passe sa retraite. Je sais que tu adores Coach K, Guillaume. Mais oui, les Pistons, voilà, c'est toujours la frustration. Exactement. Et je trouve que pour l'instant, le shoot de Cade, ça pourrait être mieux géré. Comme le dit Perrino Junior, il y a beaucoup de situations où Cade
il se retrouve à shooter à 3 points. Je me dis, il y a d'autres choses à créer vraiment dans cette équipe, malgré les intérieurs un peu en carton. C'est pour ça qu'en vrai, moi, j'aimais beaucoup le petit trade de Soum Soum là, qu'ils ont fait en récupérant. J'ai plus son nom. Depuis tout à l'heure, j'essaye de m'en souvenir. Le vieux Calvici, poste 3-4, qui tire à 3 points et qui est une passoire en défense, qui venait du Jazz. Bogdanovic, merci Perino Junior. J'ai trou de mémoire. De Labour, bien sûr, pour Bogdanovic. Non, mais en fait, j'aimais bien celui-là parce qu'en fait, en vrai, c'est un joueur d'XP et tu peux un peu construire autour avec Cade. Il y a des petits jeux offensifs à Calvici. Attention au karma. Non, en vrai, de ce point de vue-là, normalement, ça devrait aller. Mais il est pas chauve. Non, il est pas chauve, mais il a une sacrée calvasse quand même. Et donc, du coup, il y a des choses à inventer. Entre lui et Duren, je me dis, au lob, il y a des choses à faire autour de Cade. Ivy, j'aime bien pour l'instant. Je trouve que c'est sympa. J'avais un peu peur qu'il explose au contact en NBA. Je trouve que il s'adapte. Alors, j'ai pas vu grand. J'ai vu 2 matchs des Pistons. Parce qu'après, voilà, ça m'a saoulé. Comme je vous l'ai dit, les intérieurs là, handicapés, ça m'a vite gonflé. Mais malgré tout, bon, j'y reviendrai dans la saison à un moment, je pense, quand Ivy serait peut-être plus en verve, quand il se sera installé, s'il y a un petit peu des choses à voir en plus. Mais ouais, je suis d'accord avec Perigno JR, vraiment, il faut virer Casey. Voilà, ça sera pour aller plus loin. Maintenant, il y a quand même pas mal de jeunes à potentiel. Ça va retanquer une saison là parce que de la force des choses. Et du coup, ça devra rechoper encore des bons pics. Il faut virer Casey. Il faut un joueur qui sache développer ces jeunes-là, les mettre dans des bonnes conditions pour que ensuite ça puisse viser un peu plus haut. Je pense que voilà, après la saison prochaine, il faut commencer des 3 à viser un peu plus haut et ça passera par le coach. Perigno qui, et pour finir sur ces Detroit Pistons, est passé à nos Pels. Ivy, il faut qu'il progresse sur le decision making, mais quel monstre pour faire des cuts au cercle en transition. Voilà, j'arrête de déprimer avec mon équipe de G-League. Non, mais tu sais, ici, on parle de toutes les équipes, il n'y a aucun souci. En pénétration, c'est très fort, nous dit Daniel Antenne en parlant d'Ivy, bien évidemment. Comment il s'appelle, la calvitie de Denver, là, qui a eu des vies consécutives? Oh non, c'est juste qu'il coupe de cheveux, voilà, c'est les Serbes, quoi. Il n'y a rien qui dépasse, quoi. Mais, un peu de respect. En plus, je dis ça à Guillaume, dont le fanatisme à propos du Serbe n'est plus approuvé. Killian Hayes inquiet pour lui. Ah ouais, bah Killian Hayes, bon, pour terminer sur ces Pistons, et après on passe à nos Pels, quand même, parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, Killian Hayes, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon premier match contre Orlando en sortie de banc. Je trouvais que c'était clean. Alors le shoot c'était pas incroyable, mais à la fois il a pas beaucoup tenté, donc je trouvais pas ça dérangeant. Et je trouvais qu'il était plutôt bon dans le rythme, il trouvait ses partenaires et tout, ça fluidifiait le jeu, j'ai trouvé ça pas mal. Le deuxième match que j'ai vu, il était catastrophique, et a priori, tous les autres matchs, c'était un enfer. Donc, bon, malheureusement, on reste dans la continuité. Je pense qu'en seconde unit, merde, j'espère qu'il pourra s'imposer un petit peu, mais c'est vrai que là, force est de constater qu'on reste dans de la difficulté pour le jeune français. Écoutez, on a fait un peu le tour de ce début de saison, alors globalement, hein, on a évoqué quelques franchises comme ça, voilà, on va passer aux Pelicans, alors que Kyo nous dit Afro Ingram devrait plaire à Guillaume. On parlait de calvitie, et effectivement, force est de constater que ça ne concerne absolument pas notre bon Ingram. Ah, c'est pas quoi? C'est déjà fini? Non, on passe au plat de résistance. Les New Orleans Pelicans, je vais envoyer la petite transition, comme vous pouvez le voir. J'ai de la vidéo qui va tourner en fond. C'est une vidéo de 4 minutes 30 quand même. Donc j'ai quand même pas... J'ai balancé du highlights. Une petite vidéo je vais la laisser tourner en fond, quitte à ce que ça fasse une loupe. 4 minutes 30. Si vous voyez les highlights 2 fois, ça ira. Je pense que ça ne posera pas de problème. On va refaire un petit bilan global de ces Pels, bien sûr, pour vous situer ceux qui n'auraient pas suivi leur début de saison. Et puis ensuite, on va parler d'abord de leurs points forts offensivement parlant, sur lesquels ils se basent pour justement réussir à avoir ce bilan de 3 wins pour une défaite.
Et puis on va voir un petit peu toutes les choses qui sont intéressantes. Globalement, les highlights vont porter là-dessus. Donc il y aura beaucoup d'attaques du panier, parce que c'est là qu'ils sont très forts. Beaucoup de rebonds offensifs, avec différents joueurs collectivement, mais aussi des joueurs à l'individuel, que ce soit bien évidemment Zion, Jonas Valanciunas un petit peu, José Alvarado. J'ai mis un petit peu tout le monde, sauf CJ McCollum, parce que j'ai fait un boycott, mais c'était pas du tout intentionnel. Excusez-moi. Et enfin, on parlera des rotations aussi qui sont intéressantes. Et ensuite, deuxième partie de ce focus des Pelicans, on reviendra plus particulièrement sur une palette, et là on rentrera dans l'analyse vidéo, je ferai des pauses, etc., comme un petit peu ce que j'avais fait dans les playoffs, en parlant de la défense de Boston notamment, mais aussi d'autres équipes. Et cette fois-ci, on parlera de la défense, des quelque chose que j'ai entreaperçus et qui étaient, je trouve, très intéressantes pour l'upside défensif de cette équipe. Un upside défensif qu'on remettra en question, qu'on renuancera et dont on parlera un petit peu plus dans le détail. Vous verrez à la fin. Voilà, c'est tout. Cela étant dit, on commence, et comme ça me fera mon petit replay YouTube. Je lance la vidéo et on va pouvoir parler de ces Pelicans. Donc, le bilan, 3 victoires, 1 défaite. Je vais les citer dans l'ordre. Ils affrontaient d'abord les Nets, comme vous pouvez le voir à l'écran dans ces highlights, qui montreront toutes les forces offensives de ces Pelicans que je voulais souligner et sur lesquelles on va revenir juste après. Les Nets qui se faisaient écraser en home opener chez eux, 108 pour New Orleans. Ensuite, les Pels qui allaient chez les Hornets pour s'imposer, encore une fois, 124-112. Finalement, comme toutes les équipes de ce début de saison, surprenamment, ils venaient à s'incliner dans leur 3e match face au Jazz, 122-121, sur un drive improbable dans la peinture de Kelly Olynyk. Chercher le problème. Et puis finalement, et vous le voyez encore à l'écran, une victoire face aux Mavs. Il y a quelques jours de cela, 111-113, ça s'est joué à peu de choses et les Mavs ont fait un gros push pour revenir. Malgré tout, les Pels restent victorieux. Une victoire contre les Nets et les Hornets assez large donc. 2 matchs beaucoup plus serrés face aux Mavs et au Jazz, mais un bilan plus que correct pour ces Pels-ci et surtout une offense assez incroyable, assez folle, puisqu'ils sont second de la ligue à l'offensive rating, avec 122 points par match. C'est quand même une marque très forte. Second à l'efficacité également, et le tout surtout, en shootant le moins de 3 points dans la ligue. Ça représente 30% de leurs tentatives, le 3 points seulement. Même moins de 30%, c'était 27% la dernière fois que j'ai regardé, et c'est un vrai gap par rapport même à l'avant-dernier, puisque l'avant-dernier était à 31%, eux ils sont à 27 et quelques. Donc c'est assez remarquable de voir ça, anachronique un petit peu. Alors, encore une fois, toutes les stats que je vais donner ici sont quasi à la limite de l'indicatif, juste pour donner un petit peu une orientation. Parce qu'il faut comprendre que l'échantillon est très faible. Attention avec les stats qu'on va utiliser ici. Ce sera en support de la vidéo, en support de ce que moi je pourrais aussi vous en dire et de l'eye test, hein, comme on dit. Excusez-moi pour le micro. Donc, voilà, encore une fois, des stats à nuancer, mais ça donnera quand même des indications et ça confirme un petit peu l'eye test. Et il y a des choses sur lesquelles on dira qu'on peut nuancer, il y a des choses sur lesquelles on va dire que c'est plutôt solide. On va voir tout ça ensemble. C'est une équipe qui, du coup, est très efficace et très forte offensivement. Pourquoi ? Parce que, et vous le voyez à la vidéo, c'est les highlights que j'ai le plus finalement choisi. Pour les mettre en valeur, c'est une équipe qui va énormément aller vers le cercle. Pardon. Une équipe qui va attaquer le cercle à foison. La rim pressure énorme, bien sûr. Quand on parle des Pelicans, on pense à Zion Williamson, que vous pouvez voir là à l'écran. Forcément, une des meilleures forces à ce niveau-là pour aller vers le cercle de toute la ligue. Mais il y a aussi d'autres joueurs aux alentours qui peuvent forcément être très impactants dans ce domaine du jeu. Jonas Valanciunas, ici au rebond offensif. On va parler du rebond offensif juste après. Mais vous avez pu voir juste avant José Alvarado, qui dans un style de jeu intéressant en plus, puisqu'il joue beaucoup sur son hésitation, sur du contre-temps, sur le footwork, pour pouvoir justement passer du contre. On l'a vu notamment face aux Mavs, où il a géré Javan Magui d'une main de maître 2-3 fois d'affilée avant que celui-ci ne voit plus jamais le terrain, puisque Jason Kidd aura préféré Maxi Kleber à sa place
et a raison, parce qu'il était en train de se faire cuire, Javel McGee, face aux extérieurs des Pels, et les intérieurs aussi d'ailleurs au passage. Bref, un collectif du coup qui fait son beurre surtout en dessous du cercle, avec notamment aussi le rebond offensif, j'en parlais un petit peu, 36,8% de rebonds offensifs. Ils sont seconds de la ligue dans ce domaine. Ils convertissent presque 20 points par match sur ces occasions, ces secondes chances, comme on appelle ça. Vous le voyez là à l'écran. C'est vraiment la grosse force principale de ces Pels pour l'instant. Avec une petite nuance, une petite astérix, il est vrai que, encore une fois, l'échantillon, il faut y penser. Ils ont affronté jusque-là des équipes qui n'ont pas de secteur intérieur des plus forts. Que ce soit les Nets, mais aussi, la vidéo, je vais la relancer. Elle est censée tourner en boucle, mais écoutez, voilà, je relance la vidéo. Les Nets, donc, un secteur un secteur défensif et intérieur surtout des plus absents. Hein. On voit Simmons au poste 5, forcément, vous imaginez bien que ça manque de taille, de physique et d'intimidation. Les Hornets, c'est également le cas. Alors même s'ils ont des intérieurs un petit peu plus grands, on pense à Plumlee, etc., ça reste assez médiocre pour des titulaires et un 5 majeur NBA. Et puis le Jazz, les Mavs, ce n'est pas non plus le point fort. Et notamment, alors les Mavs peut-être sont les plus à même d'y répondre, avec un Maxi Kleber notamment qui est plutôt bon, mais ça reste quand même un petit peu undersize. Et bref, à côté de ça, on a des joueurs comme Jonas Valanciunas qui font leur beurre sur du rebond offensif depuis des années, sont très bons également en post-up. On a vu Zion Williamson et Jonas Valanciunas, les deux sont très bons dans ce registre. Zion qui est forcément une force vers le cercle, pratiquement inarrêtable. Une astérix néanmoins dont la nuance convient d'être nuancée, si vous me suivez, parce qu'effectivement, ils ont affronté pour l'instant des équipes faibles dans ce secteur-là. Ça devrait rester une force majeure de ces Pelicans, parce que c'était déjà le cas les saisons précédentes. La saison passée notamment sans Zion. Alors avec Zion, ça restera une de leurs forces et peut-être leur force principale en offense. À côté de ça, il y a quand même un collectif des plus en forme, des plus huilés, avec des joueurs qui peuvent individuellement faire des différences. On pense bien évidemment à Brandon Ingram, qui est toujours excellent en fait dans ses prises de position en ISO. Je pense notamment au match des Nets. Alors j'ai vu 3 matchs sur 4 de ces Pels. J'ai pas vu le match contre le Jazz, mais tout le reste j'ai vu. Et contre les Nets notamment, il a vraiment des prises de position qui sont assez folles, du fade-away, du post-up, toujours très juste et très très bon en termes d'efficacité. À côté de ça, il y a aussi des joueurs comme CJ McCollum qui font un peu le lien avec l'extérieur et qui peuvent amener un petit peu de playmaking à droite à gauche, même si je trouve qu'il est très en demi-teinte, pour ne pas dire qu'il fait un début de saison compliqué. Mais après, on a des joueurs comme José Alvarado, que vous voyez là, qui est très dans l'agression du panier et qui fonctionne bien. Et bien sûr, Trey Murphy the Third, qui est à 1 million de %, à 3 points à peu près, et qui du coup vraiment est en feu au shoot à l'extérieur. S'il y a peut-être une chose à nuancer, ce sera ça. On verra si ça devrait durer. Malgré tout, ça reste un shooter spécialiste, et avec l'attraction que ces Pels amènent dans la peinture, il y a vraiment beaucoup de belles positions de shoot, et il y a plein de joueurs qui peuvent en profiter, notamment Trey Murphy, qui, vous le voyez là, en plus, commence, et depuis un peu la saison dernière, à attaquer les close-out. Beaucoup de belles choses du coup du côté offensif du terrain, avec un vrai équilibre dans cet intérieur-extérieur, avec des joueurs qui arrivent à sanctionner sur le shoot lointain, et ça permet d'avoir un très haut plancher offensif. D'autant, et on le disait dans les previews, je vous invite à aller les re-regarder bien évidemment, on parlait beaucoup des rotations, je parlais beaucoup des rotations, j'avais hâte de voir ce que Willie Green, le coach, allait mettre en place. Et on le voit déjà, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce live, on voit déjà des choses très intéressantes avec notamment, alors le 5, bien évidemment majeur, qui débute avec CJ McCollum, Brandon Ingram, Zion et Jonas Valanciunas alignés côte à côte. Mais ensuite, il y a très vite ce décalage, ce stagger qui est créé, et on a un Ingram Valanciunas, un duo qui fonctionne très bien avec une force intérieure, et Ingram qui peut s'occuper un petit peu plus du shoot extérieur, des positions extérieures et des ISO des deux, alors que ce soit au post-up surtout pour Valanciunas, mais qui est très efficace, et Valanciunas surtout à l'extérieur et sur le mid-range. Hein, on sait, encore une fois, les fade-away, les post-up, tout ce genre de choses.
Et à côté de ça, un autre 5 avec Zion, McCollum et Larry Nance, et qui permet du coup de mettre Zion en 5, en poste 5. Et moi j'aime beaucoup ces deux 5 parce que ça permet d'équilibrer défensivement aussi. Et on a vu aussi, il y a une grande profondeur du banc chez ces Pels. On l'a vu dans le match face à Dallas où il y avait énormément d'absences. On pense notamment à Zion bien évidemment, mais on pense également à Herb Jones. Bref, beaucoup d'absents dans ce match face à Dallas. Et pourtant, un superbe match. Je vous conseille fortement d'aller le revoir en replay parce qu'il était vraiment excellent. Et tout cela finalement forme une offense plutôt équilibrée pour l'instant, en espérant que le shoot extérieur continue sur cette lancée. C'est peut-être l'astérix, la petite nuance que j'apporterai. Je me demande à quel point le shoot extérieur peut ne pas flancher, et peut-être ce sera la faiblesse, parce que je trouve qu'il y a 2-3 bons shooters très spécialistes, mais ensuite il y a des shooters un petit peu plus aléatoires qui pour l'instant sont en feu, et c'est tout ce que j'espère pour les fans des Pels qui resteront à ce niveau-là de shotmaking, mais hormis Trey Murphy, peut-être Ingram, mais dans un rôle un peu plus différent, il y a pas mal de shooters qui sont un petit peu, qui peuvent faire un peu la dent de scie, et donc ça pourrait peut-être réduire un petit peu l'efficacité offensive de cette équipe. Voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais dire par rapport à ces Pels-là, ce retour sur ces Pels pour mettre l'accent sur leurs points forts, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait leur succès en ce début de saison. On va pouvoir passer bien sûr, à vous, le chat, je vais vous lire et répondre un petit peu à tout ce qui s'est dit dans le chat et aussi le proposer, bien sûr. Et ensuite, on reviendra sur la palette vidéo dans ce live. À vous la main, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, des corrections? Qu'est-ce que vous avez à ajouter dans le chat? Puisque c'est bien sûr tout l'intérêt aussi d'être en live avec vous, d'avoir en plus vos retours. Assez parlé de moi, qui nous dit: j'ai pas compris pourquoi Valanciunas en fin de match contre les Jazz. Je vous dirais que des extraits de la fin. Il n'était pas sur le terrain, il manquait un bout de phrase. Ouais, d'accord. Il n'était pas sur le terrain du coup en fin de match contre les Jazz. C'est le seul match que je n'ai pas vu. Alors peut-être Kyo pourra nous écairer. Il n'était pas bon sur ce match. Jonas, nous dit Kyo. Sur transition défensive, ils arrivent à rester corrects. Point d'interrogation, nous demande Perigno Junior. Alors pour l'instant, moi, ça m'a pas du tout choqué. C'est pas du tout une chose qui m'a choqué. Alors il faudrait regarder les stats, mais je crois pas que ce soit qu'ils encaissent tant de points que ça. Je crois qu'ils sont dans la moyenne de la ligue à ce niveau-là, parce que j'avais regardé un petit peu toutes les stats. Et sauf erreur de ma part, à vérifier niveau stats. Mais en tout cas, ça ne m'a pas choqué et c'était pas une problématique tant que ça. Voilà. Les Mavs sont pas mal quand même. Il est incroyable sur ce début de saison. Ingram, nous dit Kyo, qui confirme donc. Ouais, franchement, je trouve qu'il est très très juste. Après, il avait déjà fait une saison dernière extrêmement bonne. Il continue sur ce terrain-là. Et moi, je trouve que ce qui est très intéressant avec Ingram, c'est que il apporte une vraie belle alternative de jeu quand il y a besoin. C'est-à-dire que en fait, il va prendre ses isolations à certains moments, mais ça n'enraye pas du tout la dynamique collective. Et c'est vraiment une alternative dans le jeu, ça prédomine pas du tout. Et je trouve que ça, c'est vraiment très précieux pour un joueur d'ISO comme Ingram. Et je trouve que c'est justement à des moments où peut-être les Pels pourraient flancher un petit peu, ou alors le collectif a fait beaucoup, et donc du coup souffle un petit peu. Lui, il prend le ballon, il va dans son spot, hop, les petits fadeaway très propres, ça rentre. Et du coup, je trouve que c'est l'alternance surtout qui est très précieuse pour ces Pels aussi. Un joueur comme McCollum peut un peu apporter ça, mais je trouve que c'est beaucoup moins efficace. Et on l'a vu par exemple dans le match des Mavs, où j'ai trouvé que c'était très en dents de scie, où je trouve que McCollum apporte ça, sauf que le match contre les Mavs, par exemple, il n'était pas du tout dedans en termes d'adresse. Et donc du coup, finalement, c'est ça qui peut-être ne fait pas le cut avec ces Mavs-là, ne fait pas l'écart, alors que ça aurait pu être fait peut-être avec un gars comme Brandon Ingram. Bon, ça pouvait pas se faire sur ce match-ci, mais voilà, c'est peut-être la différence que je trouve avec un McCollum, en tout cas pour l'instant. Et voilà. La nuance nuancée, j'aime bien, je la ressortirai celle-ci. Effectivement, des fois, je suis à court de mots. Il va falloir que je trouve des synonymes pour certains mots. Je vois que nuance revient beaucoup. Je vais aller travailler ça, bien évidemment, en off. Assez par la mode qui nous dit: ils ont pas l'air super profonds sur le backcourt, je me trompe. Moi, je fais partie des sceptiques à la base. Et finalement, je trouve que, par exemple, un joueur comme Graham, par exemple, sur lequel j'étais assez sceptique, pour l'instant, je l'ai trouvé très juste. Alors moi, je trouve que ça fait partie de ces joueurs, quand je disais qu'il y avait une problématique certainement à 3 points, et dans l'efficacité, je trouvais que ça pouvait être assez aléatoire. Un joueur comme Graham, c'est
typiquement le joueur que je trouve qui est très aléatoire à 3 points. Où il peut te faire une série de 8 sur 8 à 3 points et être sur la meilleure soirée de sa vie et il te défonce l'équipe adverse, comme il peut être à 2 sur 9. Et donc du coup, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Et je trouve je le trouve très juste. Sur ces matchs-là des Pels jusqu'alors, j'étais vraiment surpris, très sincèrement, sur des Montégram. Je trouve que José Alvarado joue extrêmement juste. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu en sur-régime. Pareil, même par rapport à ses réussites, je trouve qu'il rentre presque tout, José Alvarado. Alors encore plus là sur ce match face à Dallas, c'était incroyable. Et c'est peut-être un petit peu un sur-régime, donc pareil, là sur le backcourt, faudra voir. Après, bon, même si c'est plus un ailier, je trouve que voilà, un joueur comme Trey Murphy, je trouve que par exemple ça c'est le joueur que je trouve solide. Et même s'il est à 8000% et qu'il est en fusion, malgré tout ça restera toujours un shooter très correct à mon sens. Donc je pense que ça ira. Après, je suis assez. Tu vois, CJ McCollum, pour l'instant, par exemple, fait, je trouve, un début de mauvaise saison. Un mauvais début de saison. Pardon, je me suis embrouillé dans les mots. Un mauvais début de saison. Et malgré tout, je trouve que malgré ça, ils arrivent à fleurer. Et je me dis que ça, c'est un bon signe. Parce que McCollum, je pense qu'il retrouvera un moment un niveau quand même plancher plus élevé. Et je pense que du coup, ils pourront quand même vivre là-dessus. Donc, je pense que ça reste, à mon sens, la chose à regarder et à nuancer parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des petits creux vis-à-vis de ça. Mais malgré tout, je les trouve plutôt en forme et intéressants de ce côté-là parce que quand il y en a qui vont faiblir, peut-être il y en a d'autres qui vont reprendre un petit peu le relais. Mais néanmoins, voilà, c'est quelque chose clairement à surveiller, à séparer de moi et je te rejoins là-dessus. En vrai, CJ est à 30% à 3 points, Graham 33 et ils en prennent beaucoup plus que Trey Murphy. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Donc, je suis content qu'Io aille dans mon sens. Ça me rassure dans ma take. Dyson Daniels arrive sur le backcourt. Alors, le rookie. Après, un rookie, c'est toujours un petit peu compliqué parce que qu'en est-il des pertes de balles, etc. C'est souvent beaucoup d'erreurs. Donc, pour des équipes qui jouent les qualifs en playoff, etc., ça peut être difficile d'aligner ce genre de joueur. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut le voir. Je pense que les pourcentages globaux à 3 points resteront pareils, mais les pourcentages de Trey Murphy vont s'équilibrer. Je pense que tu peux quand même gagner sur... alors Graham, autant je trouve, voilà, je sais pas, mais McCollum quand même a un historique plutôt stable à 3 points, même si c'est pas forcément régulier dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il a des... voilà, d'un match à l'autre, ça peut fluctuer pas mal, c'est son problème, mais malgré tout, au global, en fait, quand tu fais son pourcentage de 3 points, ça reste au-dessus de ce qu'il affiche là ce début de saison qui est quand même pas terrible. Et puis même dans le jeu, je trouve qu'il y a aussi pas mal de choses qu'il rate normalement pas. Donc je pense quand même que tu peux espérer un plancher un petit peu plus haut. Jasmine, d'ailleurs bienvenue à ceux qui arriveraient. DJ Thunderberg, bien évidemment Michel. Qu'on salue, il me semble que c'est toi, je dis pas de conneries, notre relecteur chez QI, qu'on salue, qu'on remercie beaucoup pour son boulot bien sûr. Jasmine donc qui nous disait cette équipe est pels comme le jour, magnifique, c'est validé par le chat et par Guillaume bien évidemment je suis sûr. Hyper intéressant sur Doncic sur le dernier match. Nous dit Kyo, en parlant de Dyson Daniels peut-être, potentiel offensif bien chaud et j'ai l'impression que ça a envie de défendre agressif. Ça c'est DJ Thunderbug du coup qui nous parle de l'équipe en général et on ne peut que le rejoindre. Kira Limelis, c'est la même blessure que l'année dernière qui l'handicape. Alors ça je ne pourrais pas te répondre Darius Garlanten. Kyo t'aura déjà répondu dans le chat bien évidemment. Perino Junior qui nous dit au moins en défense il n'est pas aléatoire. Graham, ouais, et ça aussi, mais on va y revenir tout à l'heure. Sur l'aspect défensif, plein de choses que je trouve très intéressantes, que je n'imaginais pas du tout vis-à-vis de certains joueurs. José est en feu. Le vis-à-vis de José se change en Pierre Alvarado de la Méduse. Oh, gros niveau de la part de Jasmine qui est là pour une chose, hein, vraiment. C'est le jeu de mots à foison. Mais on prend, c'est très bon. Alors que Kyo qui me dit Zion n'est pas hyper bon, je trouve aussi. En tout cas, pas aussi bon que son année sophomore offensivement. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on l'a vu tenter du shoot externe? Je suis en train d'y réfléchir et j'ai pas l'impression du tout. Je trouve que c'est vrai aussi qu'il loupe pas mal sous le cercle, finalement. Je trouve un peu en deçà.
à ce niveau-là. Pas mal de pertes de balles aussi dans la montée au cercle et dans le dribble sur le curl. Je trouve qu'il perd beaucoup de ballons et en plus ça donne des points de contre-attaque. Donc ça, je pense que ça va être une amélioration et un upside potentiel aussi pour vous, pardon, vis-à-vis de Zion. Je te rejoins assez sur le fait que je trouve encore en demi-teinte et que malgré ça, c'est quand même à mettre à votre crédit en termes positifs parce que malgré un Zion en demi-teinte, eh ben, c'est quand même une valeur extrêmement positive. Mais je trouve que Zion, notamment sur les pertes de balles, quand il curl, il aime bien curler depuis l'extérieur et re-rentrer. Et en fait, là, sur son handle, il perd énormément de ballons. J'ai vu contre les Hornets, contre les Nets. Du coup, il n'était pas là je n'ai pas vu le Jazz et il n'était pas là contre les Mavs, mais les 2 premiers matchs, j'ai vu pas mal de pertes de balles là-dessus et ça m'a fait tilter. Donc je te rejoins. Et ensuite, quand il monte au panier, il a tendance à se faire taper la balle et il la protège un petit peu moins bien, il prend un petit peu moins de fautes. Et effectivement, il y a de l'upside sur Zion, comme tu le dis si bien. DJ Funhaber qui nous dit ouais, mais il est beau CJ, faut tout lui pardonner. Alors on reste dans les jeux de mots, il a un gros moteur rosé Alvarado l'essence. Ah ouais, celle-ci quand même, elle est loin. Vu leur style, je me demande si ça pourrait pas faire sens de récupérer Russell Westbrook après buyout comme backup de Rossé. Bien évidemment backup, puisqu'il adore ce rôle-ci. Kyo, est-ce que tu valides est-ce que tu valides ça avec un Russell Westbrook en buyout? Est-ce que ça te fait envie? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, aucune franchise n'imagine Russell Westbrook. En vrai, je peux imaginer le pourquoi du comment. Le problème, c'est que en termes de backup, bah, tu l'alignes avec des joueurs qui sont très justement attaque du panier, et notamment Zion. Et donc l'un dans l'autre, je trouve comme il ne lui reste plus que ça à Russell Westbrook et pas en plus de la meilleure des façons. Après, tu peux l'imaginer en termes de je balance, je drive, je balance au dunker spot pour Zion. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Je l'aime beaucoup, mais je pense que non chez nous dit Kyo. Qui a quand même pris la pincette de dire je l'aime beaucoup. Pas assez de shooters dans l'équipe. Ouais, je suis assez d'accord quand même que ça rajoute la faiblesse sur le shoot alors que c'est un peu de la problématique. Yes, son handle est vraiment moyen cette saison, nous dit Kyo, par rapport à Zion du coup. Il y a des shoots qu'il mettait en sophomore qu'il ne met plus beaucoup maintenant. Après, reprise de Zion, je pense que c'est aussi qu'une question de temps en termes de rythme, de toucher, de retrouver des sensations. Et moi, je trouve que c'est encore une fois à mettre à votre crédit, c'est-à-dire que malgré un Zion qui n'est pas à son mieux, ça vous met quand même super bien. Là, on le voit, même globalement, hein, je trouve que toutes ces curls, son jeu avec Jonas, là, comme ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, même quand il rate, en fait, il y a 2 présences au rebond offensif, et ça, les équipes entre Zion et Jonas Valanciunas, c'est super dur. Surtout que les deux sont dans un registre de rebond offensif très différent, avec Jonas qui est beaucoup plus haut, mais en faisant du touch, en faisant plein de petites touches jusqu'à récupérer comme il veut, et Zion qui est beaucoup plus dans la force physique en partant de très bas et en dégageant avec les coudes et les épaules et en se faisant beaucoup de place. Et donc l'un dans l'autre, en fait, mais les deux sont à l'intérieur sur leur curl ou en DHO, en dribble and off avec Valanciunas. Les deux finissent dans la peinture et c'est terrible. Pour les raquettes adverses, le rebond défensif contre les deux, c'est un enfer. Et en plus, quand ça switch les rotations, il y a Renans qui apporte aussi dans ce domaine. Il y a Trey Murphy aussi qui est aligné souvent avec Zion, Larinens, McCollum et qui du coup, avec son envergure et sa taille, apporte aussi à ce niveau-là. Et je trouve que globalement, c'est vraiment super intéressant et malgré un Zion en deçà, franchement, ça reste positif pour les Pels. Tac. Oui, son année sophomore, il avait débuté clairement un peu pareil que maintenant. Ouais, donc je pense que franchement, ça va aller avec le temps, il devrait retrouver. Je vais faire une petite pause sur la vidéo, je vais revenir. Hop, les transitions ici, histoire de vous afficher en un peu plus grand. Zion devrait devenir une sorte de role-player, au mieux une 3e option. Oula, là tu forces Jasmine. Ou alors c'est parce que tu vois très beau tout le reste du roadster, mais à ce point-là, je ne pense pas quand même. Trey Murphy est très intéressant au rebond, je trouve. Ouais, je trouve que c'est l'aspect de son jeu qui... Alors,
Je pense qu'il a encore du taf sur le placement et l'engagement notamment. Je trouve que des fois il est un peu à côté et tout, mais sur tous les rebonds longs, il est super intéressant du coup. Et d'ailleurs, j'avais mis un rebond dans la vidéo, c'est le dernier des rebonds que j'ai mis, la dernière action d'ailleurs que j'ai mise. Contre Dallas, où il en place un dans le money time, dans le clutch time, qui est ultra clutch et qui est super fort parce qu'il est vraiment très 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 loin et il fait vraiment parler son envergure. Mais je vais vous le remettre alors que j'essaie de le retrouver. Voilà, je vais vous remettre l'action. On va repasser. Ah ben, on aurait fait une transition pour rien, mais voilà, c'est cette action. Vous allez voir. Voilà, Trey Murphy qui est là. Alors, il y a Jonas qui lui ouvre la voie comme il faut, hein. Vous allez le voir. C'est pas Jonas, c'est Larry Nance. C'est Larry Nance, pardon. Larry Nance qui va vraiment ouvrir la voie en se battant contre les deux et qui va défoncer Doncic. Ça peut siffler, hein, très clairement. Mais du coup, il est vraiment solo. Mais par contre, vraiment, quelle envergure. Parce qu'il saute un petit peu trop tôt. Et vraiment, c'est magnifique. Et il y en a d'autres des comme ça qui sont très intéressants vis-à-vis de Trey Murphy. Je vous ai bien lu dans le chat, on va pouvoir passer à la suite. Alors, on va pouvoir passer au focus défensif. Parce que c'est vrai que, et on l'a vu dans le dernier match face à Dallas, hein, ça fait parfois un peu porte ouverte. Clairement, pour l'instant, sur ce début de saison, il y a vraiment... alors c'est notamment vraiment le match face à Dallas, peut-être le match face au Jazz aussi. Je ne l'ai pas vu, mais ça avait l'air d'être comme ça au vu du score final. C'est vrai qu'il y a cette problématique aussi chez les Pels, et on le notait même dans la preview, hein, avec un personnel défensif peut-être limité, et surtout des starters et des stars qui sont clairement en deçà en termes défensifs, a priori, hein, que ce soit CJ McCollum, Zion, Ingram ou Valanciunas, il n'y en a aucun des quatre qui forment quand même les superstars offensifs de cette équipe, en tout cas les piliers offensifs de cette équipe. Il n'y en a aucun qui se démarque par sa défense. Au contraire, ils sont même plutôt des cibles à aller voir de ce côté-là du terrain. Et donc, c'était forcément un point de questionnement. Alors, il y a des défenseurs intéressants, hein, chez ces places-là. José Alvarado, dans un style un petit peu particulier et qui a ses désavantages, mais malgré tout. Herb Jones, là pour le coup, qui faisait une grosse sensation la saison passée défensivement de ce côté-là et qui a tout pour plaire à ce niveau-là de ce côté-là du terrain. Et on va voir que les Pels ont été très intéressants de ce côté en adoptant une défense en switch. Ingram, je l'ai trouvé intéressant en switch, me dit Kyo justement. Et donc, on va voir qu'il y a des choses intéressantes à regarder de ce côté-là, même sur ces quelques premiers matchs. Alors qu'on nous dit, le Jazz était porte ouverte, il nous tuait dans la raquette. Voilà. Comme quoi, il y a bien évidemment des hauts débats. On va parler malgré tout de l'upside de ces Pels-là, de ce côté-là défensif du terrain, des choses qui m'ont mis la puce à l'oreille pour me dire que certainement l'upside de cette équipe défensivement est présent, et il existe, et il y a vraiment des espoirs à avoir du côté de cette équipe, de ce côté-là du terrain. Est-ce qu'ils deviendront une top defense? Certainement pas. J'en parlais chez Guillaume dans le podcast du Basket Lab, bien sûr, que je vous invite à aller écouter, et j'en parlais aussi dans notre preview sur les Pels. L'idée, ça va être de toute façon, pour ces Pels-ci, en saison régulière en tout cas, on parlera après des playoffs, d'équilibrer le déséquilibre. S'ils arrivent à être une top 10 offense, il n'y aura pas besoin d'être une top 5 defense. Il y aura juste besoin d'être dans les 15 premiers pour vraiment être très bon et s'offrir certainement une place de qualification en playoff, peut-être direct, peut-être au play-in sur un match, au lieu de 2, par exemple. Et ce serait déjà un très bon résultat pour New Orleans. Du coup, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place qui vont être très intéressantes à voir, notamment la communication. Alors on va le voir dans la vidéo, dans la palette, et déjà je vous explique un petit peu, ces Pels aussi mettent en place une défense en switch, c'est-à-dire que face aux écrans, face au pick and roll adverse, ils vont pas essayer de se battre sur l'écran ou un petit peu, mais en revenant ensuite. Et surtout, en fait, ils vont changer d'assignation défensive, c'est-à-dire que celui qui défendait le poseur d'écran va défendre le porteur de balle, et celui qui défendait le porteur de balle va défendre le poseur d'écran. Sauf que ça, le problématique, c'est que ça crée du mismatch. Vous le savez, il y a du coup des petits qui vont se retrouver sur des gros, et inversement.
Et donc, des problématiques au rebond, mais aussi sur le drive, parce que c'est facile pour des extérieurs de déposer un intérieur qui, en plus, ne défendra plus l'arceau. Et donc, pour être bon en switch, il faut gérer des rotations derrière pour pouvoir minimiser ces problématiques-là. Et il faut extrêmement bien communiquer. Et c'est surtout ça que moi, j'ai trouvé très intéressant chez ces Pels. C'est que la communication est excellente pour l'instant, je trouve, chez ces Pels en défense. Alors, il y a des problématiques, il y a des limites. On va le voir dans une seconde partie. Néanmoins, on va commencer par le positif et je vais commencer par vous afficher sur ces vidéos. On va y revenir une par une et comme d'habitude, je vous laisse le clip dans sa totalité et ensuite, on en parle en faisant pause et en allant voir le détail. On est donc du coup face à ces Mavs aussi, pick and roll, Dinwiddie avec Christian Wood, Dinwiddie qui se retrouve tout seul avec un mismatch, ça va faire une prise à 2 et finalement une perte de balles. Mais il va falloir regarder un petit peu plus dans le détail ce qui se passe dans cette vidéo. On va faire prise à 2 sur Spencer Dinwiddie. Ça va laisser Christian Wood ouvert, c'est pas quelque chose qu'on veut parce que Christian Wood, il peut sanctionner. CJ McCollum qui va remonter directement sur Christian Wood pour lui bloquer et le drive et le shoot à 3 points s'il y avait besoin. Du coup, ça laisse ici une situation de 2 contre 1 avec un corner 3 à défendre et un autre joueur sur l'aile. Cet autre joueur va avoir en plus la très bonne idée de driver, ce qui oblige du coup ce défenseur-ci à protéger la peinture et donc à délaisser ce corner. Là, il y a une passe qui est très très dangereuse potentiellement et c'est la bonne passe que va faire Dinwiddie, c'est la passe directement dans le corner. Sauf que Dinwiddie est très haut, proche de la ligne de fond et défendu par 2 joueurs, ça devient une passe difficile à faire et là il y a un pari qui est fait de la part des Pels, c'est de se dire que s'il fait la passe sera mauvaise et où on aura assez de temps pour revenir sur le corner 3 de Bullock en l'occurrence. En l'occurrence, la passe est mauvaise, c'est une perte de balle, pari gagné par les Pels. On va le voir, c'est des défenses qui vont être très basées sur je parie quelque chose et on espère que ça passe en prenant une prise de risque certes, mais en complexifiant très fortement finalement l'offense adverse qui doit être à un niveau assez élevé pour réussir à passer outre. Et donc, pour de la saison régulière, c'est plus qu'intéressant. Et surtout, pour une défense qui se veut plancher top 15 et pas élite, je pense que c'est quelque chose de très viable. Et on va le voir dans la suite. Comme d'habitude, je vous laisse le clip tourner et on y revient juste après. Avec Doncic qui va se retrouver sur McCollum. Une prise à 2 encore une fois. Et ensuite, le jeu des rotations qui vont être très intéressants en l'occurrence. Et on va y revenir sur ces rotations, les rotations off-ball. Il va falloir regarder un petit peu, off-ball de l'autre côté du ballon. Là, on le voit déjà les deux qui ont switché en premier lieu. Et encore une fois, les Pels qui ont beaucoup doublé sur le porteur dans la fin de match face à Dallas. En comptant sur les rotations off-ball. Encore une fois, on double ici sur Luka Doncic. Du coup, Devonte Graham qui va remonter sur Spencer Dinwiddie. Et encore une fois, une situation de 2 contre 1 à gérer pour Larry Nance. Vous voyez, le close-out, il est bon de la part de Devonte Graham. Spencer Dinwiddie qui n'a pas été très bon en fin de match parce que là, par exemple, il est assez loin. En fait, là, c'est une position qui n'est pas terrible pour les Mavs. Mais bref, c'est une parenthèse. Et surtout là, vous le voyez à l'opposé, des rotations très intéressantes. On va y revenir, je vais refaire un retour en arrière. Vous voyez, Larry Nance doit défendre encore une fois 2 joueurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'aide de l'autre côté du terrain. On préfère laisser les 2 corner 3 open, quitte à les laisser open pour bien défendre la peinture en pariant sur le fait qu'on va close out très rapidement et que ce sera suffisant pour contester le 3 points. Et c'est plutôt bien fait. Et là, alors que Larry Nance va à nouveau aider pour compenser le drive de Dinwiddie, ce qui est très intéressant, c'est la rotation ici, qui était sur le Doncic en prise à 2. La rotation, elle est très intelligente. Il sait tout de suite qu'il faut aller défendre le corner 3 et ça oblige Reggie Bullock à poser son dribble, à attaquer le close-out et ensuite à se faire défendre sur Larry Nance. Un flotteur, c'est plutôt la bonne décision de la part de Reggie Bullock tout du long. Néanmoins, c'est un joueur qui est moins bon et qui est moins efficace. C'est pas forcément le jeu de Reggie Bullock
ce genre de flotteur. Et donc, on peut le dire, c'est quand même une bonne possession défensive de la part des Mavs. Encore une fois, ce qui compte le plus encore là, après la prise à 2, c'est surtout toutes les rotations à l'opposé du ballon qui sont très intelligentes, et notamment celle-ci, ici, où on va aller directement dans le corner, alors que c'était pas forcément l'assignation de base. C'est là où on voit, c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un travail sur les rotations défensives à l'opposé du ballon, qui sont très intéressantes. On va passer à la suite. Comme d'habitude, puis moi je vais en profiter pour boire un petit peu d'eau. Alors déjà vous pouvez voir, on enlève le ballon des mains de Doncic dès le début, on ne le laisse pas porter. Le switch ici. Et ici, les rotations, vous l'avez vu. Off-ball, loin du ballon, mais on va y revenir. Ça finit sur Spencer Dinwiddie qui attaque Larry Nance Jr. parce que malgré tout, le mismatch est présent. Et donc, c'est compliqué. Donc, vous l'avez vu, première des choses que je voulais notifier ici, c'est on harcèle Luka Doncic, histoire de ne pas le laisser remonter le ballon. On laisse à Spencer Dinwiddie le soin de faire ses choix, ou le soin de jouer le pick and roll, et de gérer le mismatch ensuite, etc. C'est quand même une option bien meilleure. On choisit Spencer Dinwiddie pour se faire punir plus que Luka Doncic tous les jours de la semaine. En plus, Luka, il est crevé, et c'est aussi pour ça que Spencer Dinwiddie est là normalement. C'est aussi une des problématiques de Dallas, mais là n'est pas le sujet. Est-ce qu'ils peuvent gérer ce genre de situation sans Doncic ? Doncic qui lui dit vas-y, gère ça tout seul mon gros, et donc ça va jouer le pick and roll avec Christian Wood, une fois n'est pas coutume. Ça switch Larry Nance tout de suite, et là vous allez le voir, on va directement sur Christian Wood choisir chacun son assignation. Vous l'avez vu, c'était CJ McCollum qui était à la base sur la défense et donc sur Christian Wood sur le switch du pick and roll. Finalement ce sera Devonte Graham qui va passer devant Christian Wood. Et surtout, vous allez le voir après, Christian Wood qui va se mettre dans le corner, alors pour poser un écran sans poser un écran. Encore une fois, un problème de Dallas, qui, s'ils doivent faire quelque chose comme ça, doivent le faire de manière plus franche. Là, je pense qu'en fait, ils se déplacent juste pour le dunker spot, mais en fait, les deux se gênent et Maxi Kleber essaye d'en profiter en passant derrière, en faisant un curl. Et donc, du coup, et pour pouvoir aussi s'ouvrir le panier, s'il arrive à être tout seul là, c'est une passe directe de la part de Spencer Dinwiddie. Et du coup, là, c'est Devonte Graham qui va avoir la très bonne intelligence de lui dire, bah du coup, si l'autre passe à l'intérieur, c'est le moment parfait pour switcher, je vais prendre Maxi Kleber, et toi, tu t'occupes de Christian Wood. La passe, du coup, elle est anéantie, du coup, Maxi Kleber, n'est plus une menace, Devonte Graham est tranquille malgré le mismatch potentiel, et on se retrouve finalement avec une ISO Spencer Dinwiddie face à Larry Nance, qui est une situation pas parfaite, mais potentiellement viable. Néanmoins, encore une fois, c'est Spencer Dinwiddie qui finit par conclure. Il réussit à se dépêtrer de Larry Nance Jr. avec cette petite hésitation sur le mid-range. Ça reste, et c'est là on va y revenir sur les limites de ce système, après revoir un petit peu quelques rotations en plus. Avoir revu, quelques rotations en plus, ce sera beaucoup plus français. Il y a des limites dans ce système, c'est que malgré tout, sur le pick and roll, en switchant, on laisse potentiellement un mismatch. Donc si l'adversaire est très bon pour en profiter en 1 contre 1, vous aurez beau faire les meilleures rotations défensives de l'autre côté du ballon, off-ball, que ça restera problématique. On l'a vu là à l'instant, et il y aura forcément un problème de personnel. Est-ce que des joueurs comme Larry Nance, mais est-ce que des joueurs comme Zion, parce que s'il y a un problème, si c'est Zion qui s'y retrouve là-dessus, plus que sur Larry Nance, est-ce que c'est possible de les laisser seuls face au mismatch potentiel ? C'est peut-être plus une question. Malgré tout, on va continuer sur le positif et ces rotations défensives là, vous l'avez vu normalement maintenant que vous êtes entraîné de ce côté-là, et Doncic qui va obtenir la faute. Alors ici, premier switch, encore une fois, avec peut-être une faute, ça peut se siffler. Deuxième switch ici, avec à nouveau le pick and roll. Et là, encore une fois, Graham qui se retrouve sur Christian Wood, qui va tout de suite demander le changement, la pré-rotation, et qui va aller dans le corner pour s'occuper du corner, pendant que Trey Murphy va s'occuper de Christian Wood, qui est bien meilleur mismatch en termes de taille, un meilleur match-up du coup, qui n'est plus un mismatch, mais qui est un bien meilleur match-up en termes de taille. Et voilà comment on annihile
la problématique off-ball. Malgré tout, on reste sur un Larry Nance Jr. face à Luka Doncic. Est-ce que c'est viable? On voit qu'il le tient quand même plutôt pas mal, Luka Doncic, sur ce coup, avec malgré tout la faute. Qui nous dit Ingram, je l'ai trouvé intéressant en tweet, ça je l'avais déjà noté, excusez-nous. C'est super agressif, très intéressant. Josh Green, le numéro 8, merci. C'est parlé de moi pour la précision pour les Mavs tout à l'heure. Kyo, ça demande beaucoup d'intelligence défensive, ça, non. Effectivement, c'est tout l'aspect intéressant, je trouve, par exemple, d'un Devonte Graham, qui va être limité physiquement, mais qui, là, sur les rotations, etc., est très très bon. Il donne énormément de consignes, et c'est un des plus intelligents de ce côté-là du terrain. Et effectivement, ça demande beaucoup d'intelligence de jeu, pour improviser aussi, et beaucoup aussi de préparation. Et ça, c'est aussi le rôle du coaching staff, et ça mérite d'être noté. Zion doit être meilleur à ce niveau-là, il a le potentiel physique. Effectivement, Kyo, mais tu sais tout comme moi que jusqu'à maintenant, ça n'a pas du tout été le cas, et que c'est une vraie problématique quand même de Zion. Son déplacement latéral, son retournement de hanche, et le fait qu'il puisse justement naviguer dans ces choses-là. On a vu cette action. Encore une fois, un Devonte Graham, vous voyez, qui appelle. Il faut voir ce genre de signe quand vous regardez un match à l'opposé du ballon, c'est le plus intéressant, et qui va tout de suite annihiler ces problématiques de mismatch. On l'a déjà vu, on va passer à la suite. La problématique, comme vous l'avez vu, on parlait de Zion, c'est aussi de se dire, oui, mais là, le match contre les Mavs, c'était un petit peu particulier parce que il y avait énormément d'absents en termes de titulaires. Il n'y avait pas d'Ingram, il n'y avait pas de Zion. Voilà. Il y avait des absents, et des absents de marque, mais des absents qui pouvaient coûter défensivement de ce côté-là. Et donc, je voulais voir le match des Nets par rapport à ça, par rapport à est-ce que le 5 avec les titulaires a pu être viable défensivement. Là, vous allez voir Kyrie qui va prendre ce double écran en tête de raquette. Herb Jones qui le tient très bien, bien évidemment. Ça va finalement partir sur un post-up Ben Simmons, juste le temps finalement de recomposer une action de l'autre côté, avec notamment Kyrie et surtout KD qui va profiter à nouveau lui aussi de ses doubles écrans. Ingram qui est sur la défense de KD, qui va prendre ses doubles écrans et qui du coup ne va pas pouvoir l'assumer complètement, et qui va tout de suite, vous le voyez, demander l'ebd d'Herb Jones et le switch d'Herb Jones sur Kevin Durant, alors que Kyrie, qui va demander un écran de la part de Claxton, va pouvoir être bien anticipé par Ingram. Là, quand même, gros effort d'Ingram et sur la communication pour le switch d'Herb Jones, et ensuite de bien prendre la consigne de Kyrie pour ne pas se faire avoir avec l'écran dans le dos. Et enfin, Herb Jones, qui lui sait parfaitement quand switcher. Jonas Valanciunas qui empêche bien KD de shooter sur un pull-up ou autre à mi-distance ou à 3 points. Et finalement, Herb Jones qui va toucher ce ballon, et récupération Zion qui lui attendait sur Ben Simmons bien tranquillement. Une action donc où Ingram, on l'a vu, qui potentiellement est un problème à ce niveau-là, se place bien, communique bien, fait les bonnes actions, et ensuite on tient sur Jonas Valanciunas et Herb Jones pour terminer. Jonas qui se permet d'être agressif grâce notamment à Herb Jones derrière, qui switch parfaitement et qui est la pièce centrale de la défense des Pels dans cette configuration. Alors que Kyo nous dit Herb en switch, cœur, bien évidemment, et je te rejoins largement là-dessus. Autre action, on va passer à la suite. Encore une fois, Brandon Ingram qui, vous allez le voir, est bien meilleur que ce qu'on peut dire défensivement, en tout cas qui utilise sa tête à raison, vous allez le voir ici. Donc on a un switch qui est slip, c'est-à-dire que le poseur d'écran va finalement s'enlever au dernier moment pour pouvoir le jouer voilà, comme ça. On a 2 défenseurs sur le porteur. Et là, forcément, un joueur d'ouvert sur le pick and pop, puisqu'il est resté derrière pour pouvoir shooter. Et Ingram, intelligemment, qui va surgir pour prendre ce ballon, une passe qui était téléphonée. Et donc, une très bonne lecture de jeu d'Ingram en tête de raquette, avec une défense des Pels peut-être un petit peu trop agressive, ou alors c'est quelque chose qui est répété en termes de coaching staff et de système de jeu, de se dire on peut être agressif sur le porteur,
sur des no-shooters en ayant un Ingram très actif ou un autre joueur très actif en tête de raquette sur cette passe-ci. En tout cas, cette fois-ci, c'est une bonne action, encore une fois, de la part d'Ingram. Autre action, vous avez vu le double écran. Encore, vous allez voir Zion ici. Tac. Et l'écran illégal en mouvement de Ben Simmons. Ben Simmons qui a un problème de faute sur ce début de saison. Je crois que c'est le plus important, le plus intéressant, ça doit être ici. Donc CJ McCollum sur Kyrie Irving, double écran, KD, Claxton. On a vu Herb Jones ici au milieu, Valanciunas qui protège Nick Claxton. Les assignements défensifs, ils sont clairs. Comment on va naviguer là-dedans? Le premier écran il est pris, le second écran il est pris. Vous l'avez vu, ce qui est intéressant là, c'est surtout que Valanciunas reste sur la ligne de drive de Kyrie, puisque CJ McCollum était en retard à cause de ces deux écrans. Et Herb Jones, en fait, va essayer de gérer et Claxton et KD, qui est forcément une mission des plus difficiles. Mais Herb Jones va la gérer de la meilleure des manières, en gérant parfaitement l'écran de Nick Claxton, qui pour ouvrir le shoot ouvert de KD, il va parfaitement passer au-dessus, réussir à gêner le shoot de KD, tout en laissant assez de temps à Jonas Valanciunas de revenir sur Nick Claxton. C'est quand même plutôt bien joué, et tout ça parce que Herb Jones est très bon, et que Jonas Valanciunas aussi fait le bon choix. Il ne faut pas sous-estimer aussi le fait que Jonas Valanciunas reste sur la ligne de drive de Kyrie, et donne le temps à CJ McCollum de revenir. À peine CJ McCollum est revenu devant Kyrie que Valanciunas revient sur son joueur. 2 titulaires à chaque fois, 3 titulaires même ici, remis en question dans une séquence défensive. Et ce sont plutôt des bons choix pour le coup des 3 défenseurs. Tunelton qui est bon en switch lorsqu'il se fait avoir, il est vraiment mauvaise herbe. Judge pour la win ce soir. Judge en feu sur le... En fait, c'est le burner de Guillaume. C'est le burner de Guillaume. Il n'osait pas mettre autant de jeux de mots. Mais merci à toi, Judge vraiment un très très haut niveau ce soir. Herb, la navigation d'écran est vraiment incroyable, mais son travail défensif n'est pas récompensé par des styles et des contres. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu plus loin que les stats défensifs qui ne donnent pas toute l'histoire, bien sûr, de ce côté-là du terrain. J'arrive à la fin, mais bonsoir. Il nous reste quelques vidéos, Val, pour la palette un petit peu d'analyse. On rentre dans la 3e partie de cette palette avec les limites. Les limites à ce style de jeu défensif. On a vu, pour résumer, du switch, beaucoup d'intelligence de jeu dans les rotations off-ball, à l'opposé du ballon, pour parfaitement gérer peut-être les mismatchs qui pourraient avoir lieu hors porteur de balle. Et ensuite, on l'a vu, des titulaires qui sont plus intéressants que ce qu'on pourrait penser au premier abord, notamment Ingram et Valanciunas, qui arrivent de par leur placement et leur intelligence dans la communication à endiguer des attaques qui les cibleraient plus ou moins. Déjà plus de vidéos sur Ingram. Alors déjà, il jouait pas contre les Mavs. Et ensuite, il n'y a pas eu tant de matchs que ça. Après, est-ce que c'est viable ou pas? Est-ce qu'ils feront pas des erreurs? Certes. Mais néanmoins, c'est de l'upside. Il y a des choses à voir de ce côté-là. Et on passe aux vidéos sur Zion. Non, non plus. Mais on va parler des limites. Des limites de ce système-là, de ces systèmes-là, du switch, des rotations à l'opposé du ballon et des limites intrinsèques à l'équipe. On va le voir ici. À nouveau, un switch et un pick and roll tenté par Luka Doncic. Et vous le savez, Doncic, il va tout de suite profiter de ce mismatch en voyant que Christian Wood à l'intérieur est en position de force déjà par rapport à son positionnement et ensuite par rapport à l'aide qui pourrait arriver. Puisqu'en fait là, c'est Hayes, il me semble, qui ne prend pas bien la position, puisqu'il est... Alors, disons qu'il prend une position risquée. Et c'est un petit peu tout le jeu de cette défense, de toute façon, c'est prendre des paris et faire prendre des paris risqués. Il se met devant lui pour potentiellement gêner l'entry pass, c'est-à-dire la passe qui serait faite au poste. Il fait le pari, Jackson Hayes, de pouvoir la contrer si jamais elle devait avoir lieu. Là, les Pels
Pour parfaitement gérer cette situation assez risquée, il faut qu'il puisse aider. L'aide, en l'occurrence, elle va venir de ce côté-ci. Et c'est Devonte Graham, il me semble, de ce côté-ci, qui va venir aider sur l'entry pass. Malheureusement, Devonte Graham, il y a un gros mismatch de taille avec Christian Wood. Christian Wood, s'il joue bien le coup, il sera toujours plus haut que Devonte Graham et ça ne lui posera pas de problème. Au pire, il récupérera une faute. Luka Doncic, c'est pas le dernier des cons, il a très bien vu la situation et donc il va tenter ça. Il va faire une passe parfaite pour Christian Wood. Parfaite, peut-être pas parfaite. Il va faire une bonne passe pour Christian Wood parce qu'elle est un petit peu haute. Oula. Alors, ma qualité d'image n'est pas assez bonne. Elle est un petit peu haute, la passe pour Christian Wood. Vous l'avez vu, Devonte Graham, il fait la rotation parfaite. Il fait exactement ce qu'il doit faire. Le problème de Devonte Graham, c'est qu'il est petit. Et ça, il n'y a malheureusement pas vraiment de recette. Sinon, votre serviteur, ça ferait longtemps qu'il dunkerait comme un fou. Mais c'est pas le cas. Donc, c'est encore une fois un des problèmes de cette défense-là. C'est que tu auras beau faire la rotation parfaite, si tu es limité intrinsèquement, et là on le voit Devonte Graham par sa taille, c'est aussi le cas de José Alvarado qui pourrait avoir l'intelligence de jeu de faire ce genre de rotation, mais qui sera limité de par sa taille. Donc c'est forcément, il y a une limite dans le personnel défensif, et cette limite elle peut être exploitée à tout moment, notamment par des joueurs intelligents qui savent gérer ce genre de mismatch. Kudo à Luka Doncic. Autre limite, on va le voir ici, et je vous laisse le clip et ça me permet de me le remémorer. Alors qu'on reste sur du switch, la pré-rotation, oui, effectivement, voilà. Autre limite, et on en a parlé tout à l'heure, c'est une défense de pari. On fait des paris, on fait le pari qu'on réussira à compenser le joueur qu'on laisse de côté avec notre pré-rotation off-ball. On fait le pari qu'on arrivera à le close-out assez rapidement. Et des fois, ce n'est pas le cas. Et des fois aussi, il y a peut-être trop d'aide, comme là dans ce clip. Vous allez le voir. Donc, petit pick and roll. On switch du coup très vite. Là, on a un mismatch avec Christian Wood et Devonte Graham. Que fait CJ McCollum ici? Il va venir protéger la peinture pour empêcher le mismatch avec Christian Wood. La problématique, c'est qu'il vient peut-être trop aider. Là, il y a un corner 3 qui est complètement open pour Reggie Bullock. L'action va se passer, Reggie Bullock va délocaliser. Et là, ça fait quand même un très grand close-out à faire pour CJ McCollum pour venir aider sur Reggie Bullock. Reggie Bullock qui, en plus, normalement, ce genre de shoot va rentrer. Là, c'est chanceux pour ces Pels aussi, mais c'est pas le genre de joueur qu'on veut laisser avec autant d'espace au shoot. J'ai tendance à penser que... alors, c'est bien joué pour une fois de la part des Mavs. Pourquoi? Parce que Spencer Dinwiddie, au lieu de garder le ballon, lâche très vite la gonfle et que du coup, la pré-rotation que Devonte Graham et Trey Murphy ont l'habitude de faire, elle n'est pas viable parce que justement Spencer Dinwiddie lâche la gonfle très tôt. Et donc du coup, ils n'ont pas le temps, ces deux joueurs-là, de switcher pour enlever le mismatch de Christian Wood. Donc ça, c'est bien joué de la part des Mavs. Du coup, CJ McCollum vient aider. Je trouve que CJ McCollum aide un petit peu trop. À la limite, je préférais que ce soit Marshall qui vienne aider là et que CJ McCollum là se remplace là pour aider entre les deux. Ce serait peut-être plus viable en termes d'aide. Malgré tout, voilà, il est bien placé parce qu'il faut empêcher Maxi Kleber d'avoir le ballon seul en tête de raquette. Et là, voilà, le close-out, il est trop grand. Donc ça reste une défense dont les paris sont risqués. Donc qui peut être bien payé comme ici, mais qui peut des fois se payer beaucoup plus cher. On va passer à la suite. Il reste 2 clips avant de vous libérer pour voir encore un petit peu ses limitations. Mais encore une fois, ça va être la même chose dont il est question, puisque vous l'avez vu, vous l'avez bien compris normalement maintenant. C'est encore le jeu de ces rotations avec un autre risque qu'on va voir ensuite dans les 2 prochains clips, dans ce clip-là et dans l'autre. Encore une fois, on va jouer le pick and roll. Ça va switcher la Reynolds qui passe sur Dinwiddie. On a un mismatch ici, CJ McCollum face à Christian Wood. Tout de suite, l'aide ici pour empêcher Christian Wood de driver. Une situation de 2 contre 1 ici. On empêche le drive Devonte Graham. Ça laisse Reggie Bullock tout seul. Encore une fois, si la vitesse d'exécution de l'adversaire est bonne, si les choix sont bons de la part de l'adversaire et que la rapidité d'exécution est bonne, ça nous laisse toujours quand même à l'opposé une situation de 2 contre 1 et donc potentiellement
un shooter ou un driver open. Et donc du coup là, ce serait Reggie Bullock à 3 points. Encore une fois, c'est bien payé pour les Pels. C'est bien payé, mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc il va falloir faire attention, ce sont des paris à risque. Dernière action, et bon, on va pouvoir faire le bilan. Petite prise à 2 sur le cas Doncic qui va tout de suite passer à Dinwiddie. Encore une fois, Dinwiddie qui met un petit peu trop de temps, et ça a joué en la faveur de ses Pels aussi. Mais ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est l'opposé, et notamment ici, vous avez vu une autre faiblesse, une autre limitation de ces rotations à l'opposé, c'est le rebond. Je vais vous expliquer, on va y revenir plus dans le détail en regardant non pas le ballon, mais à l'opposé. Vous le voyez là, il y a eu un décalage. Sur la prise à 2 ici, Luka Doncic qui fait la passe rapidement, et là déjà un décalage puisque Larry Nance va aider peut-être un petit peu trop rapidement. Il y aurait eu peut-être le temps pour CJ McCollum de revenir, notamment parce que Spencer Dinwiddie est beaucoup trop loin de la ligne à 3 points, et donc son 3 points est quand même beaucoup moins dangereux. Bref, néanmoins, une aide de Larry Nance pour enlever le shoot à 3 points de Dinwiddie et son drive. Du coup, Kleber qui va driver, qui va mobiliser ce défenseur et CJ McCollum qui va faire la bonne rotation pour empêcher Maxi Kleber de pouvoir être bon sur le drive. Et on se retrouve du coup ici avec alors, un petit voilà, le ballon qui est un peu du père, etc. Mais surtout, en fait, 2 joueurs, et notamment Maxi Kleber, 3 joueurs plutôt, face à 2 autres au rebond offensif. Et en fait, on a une situation de décalage, puisque CJ McCollum est venu aider, de décalage sur le rebond. Et ça, c'est une autre difficulté de ces switch off-ball loin du ballon. C'est de se trouver avec des petits qui vont être face à des grands et qui vont être en sous-nombre au rebond défensif, et donc pouvoir subir le rebond offensif adverse. C'est ce qui se passe un petit peu sur cette situation. J'en ai pas trouvé des mieux en termes d'illustration, mais je vous assure que ça peut être encore plus flagrant que sur ce clip-ci. Voilà en tout cas, et pour résumer, alors que je vais faire pause et qu'on va repasser sur le grand écran avant de vous donner la parole pour conclure, n'hésitez pas d'ailleurs à préparer vos mots de conclusion sur ces Pels-là. Pour conclure, sur cet aspect défensif, ce qui va être intéressant de voir, c'est, je pense, à quel point c'est une défense effectivement risquée et qui se base sur des paris, mais à quel point c'est une défense qui va quand même amener un plancher suffisant pour que l'équipe ait un vrai beau net rating. C'est-à-dire qu'on a déjà vu dans la première partie très rapidement que l'équipe offensivement était plus que viable. Très clairement, c'est une équipe qui va tourner offensivement. Les points qu'on a cités, malgré tout, sont des points qui restent solides de par le roster. Rebond offensif, attaque de la peinture, il y a tous les joueurs pour que ça reste solide. Ils ont fait face à des défenses, certes, pas bonnes dans l'exercice, mais malgré tout, ça restera un très bon point positif. On l'a vu, ils auront peut-être quelques petits trous d'air parfois à 3 points et sur l'extérieur, mais il y a quand même assez de talent, notamment la personne de Brandon Ingram, mais aussi CJ McCollum, pour pouvoir rééquilibrer la chose, et peut-être, quand il y a un problème d'adresse, venir rééquilibrer. Donc offensivement, c'est vraiment une équipe qui peut viser le top 10 offense de la ligue cette saison. Défensivement, s'ils sont 30e, ça ne marchera pas. Mais, de tout ce qu'on a vu là, c'est une équipe qui, dans le coaching staff, avec Willie Green, met en place des choses très intéressantes. On a vu par les rotations. Ça permet de toujours aligner des défenseurs aux côtés des stars plus faibles. On pense notamment à Zion et McCollum qui sont alignés avec Larry Nance, avec Trey Murphy, avec Herb Jones, Ingram et Valanciunas qui ont fait des progrès et qui sont alignés avec d'autres défenseurs, notamment Alvarado sur le point of attack, alors dans un style un petit peu limité, mais malgré tout. On a vu que des joueurs comme Devonte Graham pouvaient apporter du playmaking et de l'intelligence défensive, et que à côté de ça, en plus des rotations, on avait un coaching staff qui mettait en place, savait travailler sur des schémas défensifs. En l'occurrence, le switch. Ça va beaucoup switcher du côté de ces Pels, et surtout, on l'a vu, les problématiques qu'apporte le switch sont en partie déjà compensées par la communication, par les rotations qui ont été travaillées par le coaching staff, et avec des joueurs qui semblent avoir le QI défensif suffisant pour pouvoir les appliquer et la volonté de les appliquer. On l'a vraiment vu dans ce match face à Dallas. Il y a eu d'autres occurrences avant. On l'a vu un petit peu face aux Nets. C'est quelque chose en plus qui, au fur et à mesure de la saison, devrait aller de mieux en mieux. Parce que plus il y a d'expérience, plus il y a de jeux ensemble, plus ça devrait être bon.
Et encore une fois, ce n'est pas pour atteindre le top 10 defense. Il suffirait juste d'être dans le top 15, voire peut-être top 20, pour que ce soit suffisant avec une top 10 offense pour être largement viable pour la qualification en playoff. Et on l'a vu, il y a quand même pas mal de choses qui, malgré des limites flagrantes, devraient pouvoir être suffisantes pour viser cet objectif. Est-ce que ce sera quelque chose de viable en playoff? C'est une toute autre question. Parce qu'effectivement, dans ce schéma-là, vous l'avez vu, le problème c'est le mismatch. Or, il y a malheureusement beaucoup de joueurs, que ce soit CJ McCollum, que ce soit Brandon Ingram, que ce soit Valanciunas, que ce soit Zion, qui vont être très faibles sur le mismatch défensif, sur le porteur du ballon. Et ça devrait être exploité beaucoup plus qu'en saison régulière. On l'a vu exploiter un petit peu là, ici avec Spencer Dinwiddie qui marquait sur Larry Nance Junior, qui en plus n'est pas le pire des défenseurs individuels loin du ballon, même pour un grand face à des arrières. Qu'est-ce qu'il en sera quand ce sera Zion, quand ce sera McCollum, quand ce sera Valanciunas, avec des joueurs qui vont spécifiquement aller chercher ces joueurs-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Néanmoins, pour la saison régulière, ça devrait aller, et puis ils ont le temps de potentiellement réfléchir à de l'aide sur du drive. Amener peut-être un défenseur en plus pour empêcher le drive. On a vu Boston le faire la saison passée en playoff face à Kevin Durant, ça l'a énormément gêné. Donc, on verra en temps et en heure, et comme dit très bien DJ Thunderberg dans le chat, a raison, être en playoff, ce sera déjà une victoire pour ces Pels aussi. Et notamment pouvoir peut-être se qualifier directement sans passer par le play-in, ce serait déjà une immense victoire. Et donc, pour ça, ce début de saison est quand même extrêmement encourageant. S'il n'y avait eu que l'aspect offensif du terrain, j'aurais peut-être pas fait ce live, j'aurais fait une vidéo à part très rapide, parce qu'il n'y aurait pas eu besoin de montrer autant de choses. Néanmoins, je pense que il y avait des choses franchement à montrer du point de vue défensif, et surtout l'upside à potentiellement espérer pour les fans des Pels du côté défensif du terrain, et certainement peut-être un moyen de rêver à de vraies ambitions de qualification directe en play-off, de play-in peut-être 7ème place au pire des cas. Il y a vraiment de quoi faire avec cette équipe qui montre de très belles choses dans ce début de saison, et je vais pouvoir vous laisser le mot de la fin en lisant tout simplement les messages que vous aurez pu envoyer pendant que je faisais mon tunnel analytique. J'espère que ça vous aura plu. Le problème, c'est la qualité du roster finalement. On n'a qu'un joueur dans le backcourt beaucoup trop petit. Effectivement, c'est aussi la difficulté. On parlait tout à l'heure de Graham qui avait cette limitation de toute façon intrinsèque physique. On a des joueurs sur le backcourt qui peuvent défensivement apporter. Le problème, c'est qu'ils ont des limitations très fortes et intrinsèques sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Ouais, c'est peut-être pour ça que le 5 de départ reste intéressant, car même si on éloigne JV, il y a encore Zion, Ingram et Herb au rebond. Il y a ça, il y a le fait qu'il y a de la longueur, et donc ça peut compenser peut-être un José Alvarado, un Devontae Graham sur le backcourt qui serait plus petit, mais avec Zion, enfin avec Ingram, Herb Jones notamment, en termes d'envergure, ça pose aussi problème, et donc ça peut être intéressant. Zion doit s'améliorer, en vrai, il a du mal à se retourner, mais j'aime beaucoup sa rapidité latérale. Par contre, tu manges 120 points tous les soirs contre des équipes de prédateurs en playoff, notamment les équipes d'isolation et qui cherchent le mismatch à fond. Donc Dallas, ça peut être compliqué vis-à-vis de Doncic. Les Clippers, ça peut être compliqué. Kawhi, Paul George, tout ça, c'est des joueurs qui aiment aller chercher des mismatchs constamment. Les Warriors, je n'en parlons pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la parenthèse playoff et de le voir de façon différente. Pour ça que je pense que Dyson sera une solution plus tard. Il fait 2 mètres. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose de travaillé. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment une dynamique extrêmement positive autour de ces Pels et pas forcément que sur des aspects de shotmaking, d'adresse et des choses un petit peu aléatoires comme ça. Il y a vraiment beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que en défense, voir ce genre de rotation aussi au début de saison, parce que pour moi, ça, c'est des choses que j'attends autour des 20 matchs joués en saison, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place. De voir des choses aussi, une communication aussi importante de la part de plusieurs joueurs majeurs, de la part de même d'autres joueurs sous-estimés de ce côté-là, de voir des rotations aussi préparées. C'est pareil, moi, c'est le genre de rotation, j'ai Michael Malone en coach, j'attends 3 ans avant de voir des rotations pareilles qui sont juste nickel. Donc,
il y a vraiment, en termes de coaching staff, de joueurs, le développement, on voit le développement de certains joueurs qui est vraiment, pour l'instant, un modèle du genre. Excusez-moi, je cherchais l'expression. Il y a vraiment de très belles choses du côté de ces Pels. Et je pense vraiment que ça peut être une équipe, une des très belles surprises. Alors, surprise plus ou moins, parce que pour beaucoup d'entre nous, on l'attendait. Mais une reconfirmation et vraiment une affirmation de l'équipe cette saison. Et c'est tout ce que j'espère pour toi, Kyo. Et c'est tout ce que j'espère pour tous les fans des Pels qui nous regarderaient aussi en replay sur YouTube. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, bien sûr, nous donner votre avis. Ça nous fait toujours très plaisir. Le développement de Trey Murphy 3 et Ingram défensivement, j'aime beaucoup. Effectivement, je suis encore un peu, je pense que Trey Murphy, c'est encore beaucoup de hauts débats, mais il est très jeune. Donc, mais je peux y croire. Je peux y croire totalement parce que envergure incroyable et envergure agilité et donc du coup et intelligence de jeu quand même mine de rien. Il est pas bête, donc du coup je pense que voilà, on paye encore son inexpérience. Mais par exemple typiquement, c'est un joueur qui va être très intéressant à regarder cette saison. Clairement, je vais regarder spécifiquement et j'en ferai, j'espère, si le développement est bon, je vais pouvoir en faire une vidéo spécifique de scouting sur Trey Murphy the Third, parce que c'est un joueur qui, s'il réussit à se développer défensivement cette année, c'est un upside incroyable pour les Pels d'avoir et Herb Jones et Trey Murphy 3 potentiellement en défenseur, en 3&D, alors 3&D surtout pour Murphy, parce que bon, c'est vrai que Herb Jones le shoot, mais bon, on fait abstraction, c'est pas ce qu'il y a de si grave. Je pense que ça peut être vraiment un upside incroyable potentiel pour ces Pelicans, pour la post-season aussi, pour penser des choses. Donc très intéressant, ces Pelicans. J'adore les premiers matchs. En plus, c'est super fun. Le match contre Dallas, c'est super fun, parce que c'est très 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 attaque à fond au début. Et dans le quatrième quart-temps, ça se resserre malgré tout. Alors, il y a des petites erreurs et tout, mais l'équipe n'est pas au complète. Mais même en n'étant pas au complet, il y a de la profondeur, il y a des joueurs intéressants. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De Jasmine qui nous dit, lorsqu'il sera en confiance, les adversaires des Pels subiront la loi de Murphy. Pas mal comme titre de vidéo, si jamais j'en fais une sur le joueur. Le shoot de Herb, j'y crois pas, on va être honnête. Voilà. Je suis content que tu sois... Je suis content que tu sois honnête, Kyo. Mais malgré tout, c'est pas très grave, parce que je pense que ta ligne 1-5 où le seul non-shooter c'est Herb Jones et tout le reste, alors non-shooter non, parce que c'est vrai que Valanciunas et Zion, mais peu importe en fait, parce que Valanciunas et Zion amènent tellement dans la peinture que même si le seul non-shooter c'est Herb Jones, avec Trey Murphy, avec McCollum, enfin tu peux malgré tout, vivre offensivement, parce que c'est tellement fort à l'intérieur que c'est un peu atypique, mais surtout dans le jeu actuel de la ligue, mais c'est pas non viable. C'est pas non viable. Puis c'est un très bon driver, cutter, et oui, je te rejoins. Il y a malgré tout des moyens de faire vivre ça. Et il a un passing que je trouve sous-coté. On va s'arrêter là-dessus. J'ai un petit peu débordé, mais c'était sûr. C'était sûr. J'allais un petit peu déborder parce que je suis très enthousiaste vis-à-vis de ces Pels. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, ça vous aura parlé cette vidéo.